Alors pour des graphes ayant une utilisation pratique dans la vie de tous les jours, ce type de graphes sont en général composés d'énormément de sommets et on n'a pas du tout la possibilité de les représenter graphiquement comme on a fait avec les graphes précédents qui sont très simples. Mais le problème, c'est que ces graphes, on aimerait quand même avoir certaines propriétés dessus. Par exemple, est-ce qu'ils comportent un cycle? Est-ce qu'ils sont connexes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut relier n'importe quel sommet du graphe entre eux par un chemin? Ou encore, dans un graphe où les arêtes sont pondérées par des distances, quelle est la distance séparant d'un sommet d'un autre sommet? Toutes ces questions, on va pouvoir y répondre par justement le parcours de ces graphes. L'idée principale lors du parcours de graphe, c'est qu'on va partir d'un sommet initial et on va explorer de proche en proche ses voisins, puis les voisins de ses voisins, etc., jusqu'à épuisement. Alors un peu plus formellement, voici le pseudocode, la trame que l'on va suivre à chaque parcours de graphe. Donc pour le parcours, on va avoir besoin d'une liste qu'on va appeler déjà vu, qui va répertorier les sommets qu'on a déjà vus pendant le parcours pour ne pas visiter 2 fois le même sommet. Et également, on va définir à traiter, qui est une structure de données qui va stocker les sommets à visiter par la suite. Le parcours commence sur un sommet initial S0 que l'on ajoute à traiter et à déjà vu. Et ensuite, on va rentrer dans une boucle tant que qui s'arrête lorsque à traiter est vide. Donc cette boucle, qu'est-ce qu'on va y faire? On va y sortir un sommet de à traiter, on va le traiter et ensuite on va regarder ses voisins. S'ils n'ont pas été déjà vus, on les ajoute et on recommence cela jusqu'à ce que à traiter soit vide. Donc on voit bien cette idée de parcours de proche en proche, on traite un sommet, puis on regarde ses voisins et on répète. Alors peut-être que vous avez remarqué, je n'ai pas été très précis sur l'objet à traiter. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, sortir un élément de à traiter? Eh bien, en fait, selon le type de parcours que l'on veut, la structure de à traiter va être différente. Alors avant d'aller plus loin, on va faire une petite parenthèse pour définir 2 structures de données qui sont les fils et les piles. Ce sont des structures de données assez proches de la liste, comme la liste dans Python, seulement ça va être la manière dont on accède à un élément qui n'est pas libre. Alors pour la file, on ajoute des éléments d'une façon normale, donc les uns après les autres, mais lorsque l'on veut retirer un élément, c'est le premier élément ajouté qui nous est donné, comme dans une file d'attente. Et en fait, ça respecte le principe du FIFO, c'est-à-dire first in, first out, le premier arrivé et le premier à sortir. Au contraire, pour la pile, une fois les éléments ajoutés, celui qui est retiré lorsqu'on veut sortir un élément de la pile, c'est celui qui se trouve au-dessus de la pile, c'est-à-dire le dernier ajouté. Donc ça respecte le principe du LIFO, last in, first out, donc c'est le dernier arrivé qui est le premier à sortir. Et on peut comparer ça à une pile d'assiettes. Eh bien, ces 2 structures de données vont donner naissance à 2 parcours de graphes différents. Lorsque à traiter est une file, on parle de parcours en largeur, et lorsque à traiter est une pile, on parle de parcours en profondeur. Alors pour avoir une bonne intuition sur ce que font réellement ces parcours, on va les réaliser à la main sur ce graphe en commençant à chaque fois par le sommet 1. Donc on commence par le parcours en largeur où l'on initialise à traiter qui est donc une file et déjà vu une liste. Pour commencer le parcours, on appelle donc parcours 1. 1 est alors ajouté à traiter ainsi qu'à déjà vu. On rentre alors dans la boucle. On sort le seul élément de à traiter que l'on traite, donc 1. Et j'ai représenté ça ici par la couleur rouge. Et ensuite, donc, on va regarder les voisins de 1, qui sont ici 4, 3 et 6, et ils vont tous être ajoutés à traiter et à déjà vu, puisqu'ils ne sont pas présents en déjà vu. Et une fois cela fait, eh bien, le premier passage dans la boucle est terminé, et comme à traiter n'est pas vide, eh bien, on va continuer cette boucle. On extrait donc 4 que l'on traite, puis on ajoute à traiter et à déjà vu les voisins de 4 qui n'ont pas encore été vus, c'est-à-dire ici 2 et 5. Et puis ensuite on recommence un passage, cette fois-ci on extrait 3 de la file, on le traite, on ajoute 7. Puis même chose avec 6 que l'on extrait et que l'on traite, 9 est ajouté à traiter et à déjà vu. On sort ensuite 2 de à traiter, on ajoute 8 puisque 4 et 7 sont présents dans déjà vu. Vient ensuite le traitement de 5 que l'on extrait de la file, tous ses voisins sont dans déjà vu donc il n'a rien à faire. Et même chose lors du traitement de 7, de 9 et enfin de 8. La boucle tant que s'arrête puisque cette fois-ci à traiter est vide et voilà on a fini le parcours en largeur de ce graphe. Alors évidemment l'utilité de cet algorithme vient du traitement que l'on fait sur chaque sommet. Ce qu'on a fait ici c'était juste pour montrer le fonctionnement du parcours en largeur et l'ordre dans lequel les sommets sont traités. Alors on va maintenant procéder au parcours en profondeur de ce graphe. Cette fois à traiter est une pile. On va commencer par appeler donc parcours 1. 1 est ajouté à la pile et à déjà vu. On rentre dans la boucle, on extrait 1 de à traiter et on le traite. On regarde ensuite ses voisins, donc 4, 3 et 6 vont être ajoutés à traiter. Et puis on rentre dans le deuxième passage de la boucle, on dépile 6 de à traiter que l'on traite.
et on va empiler sur la pile 9 le seul voisin de 6 qui n'est pas encore présent dans déjà vu. Et ensuite, nouveau passage, on va dépiler le dernier élément empilé, donc c'est-à-dire ici 9, que l'on va traiter, et on va ajouter donc ces voisins qui ne sont pas dans déjà vu, c'est-à-dire 5, on va l'ajouter donc à déjà vu et à la pile. Ensuite, nouveau passage, on va dépiler 5, on va le traiter, et tous ces voisins étant déjà dans déjà vu, on ne va en fait rien faire. Le passage de la boucle se termine, et on va pouvoir dépiler l'élément suivant, c'est-à-dire 3, que l'on traite, et on va empiler le voisin 7, que l'on va également ajouter à déjà vu. On dépile ensuite 7, et on empile 2 et 8. On va ensuite dépiler 8, qu'on traite, et on ne fait rien puisque 2 et 7 sont dans déjà vu, et on continue de dépiler avec 2. Là aussi, tous ces voisins ont déjà été vus, on ne fait rien. Puis, dernier passage de la boucle, on dépile 4, on le traite, et on s'aperçoit que tous ces voisins sont dans déjà vu, il n'y a donc rien à faire. Et maintenant, comme à traiter est vide, eh bien la boucle tant que se termine, ainsi que le parcours en profondeur. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir deux parcours différents? Quelle est la différence entre ces deux parcours? Alors oui, l'un utilise une file et l'autre une pile, mais concrètement, quelle est la conséquence sur le parcours du graphe? Eh bien, pour illustrer cette différence, on va regarder ce qui se passe sur un graphe très simple, en commençant à chaque fois du sommet central de ce graphe. Et si on effectue le parcours en largeur, en fait, on se rend compte que les sommets qui sont à une distance 1 du sommet initial, du sommet central, vont d'abord être visités, puis ce seront ensuite les sommets qui sont à une distance 2. Alors que si on procède au parcours en profondeur, en fait, on va visiter les 4 branches issues du sommet central les unes après les autres. Et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière le nom parcours en profondeur. On va explorer les profondeurs du graphe en priorité. Et en fait, si on regarde ce qu'on a fait pour le graphe de tout à l'heure, on a fait donc les deux parcours et on se rend compte que la conclusion est la même. Pour le parcours en largeur, ce sont d'abord les sommets 4, 3 et 6 qui ont été visités, et ces 3 sommets sont bien à une distance 1 du sommet initial. Puis ensuite sont venus les sommets 2, 7, 9 et 5, tous à une distance 2 du sommet initial. Puis enfin a été visité le sommet 8, qui a lui à une distance 3 du sommet initial. Donc en fait on parcourt les sommets dans l'ordre croissant de la distance par rapport au sommet initial. Alors qu'au contraire, eh bien, le parcours en profondeur qu'on a fait sur ce graphe, en fait on a exploré les sommets en suivant des branches issues du sommet initial. On voit qu'il explore 3 branches différentes, les unes après les autres. Alors en pratique, lorsqu'on veut implémenter un parcours en profondeur, on le fait d'une manière récursive. Donc voici le nouveau pseudocode. Et comme on le voit, déjà il est plus court à écrire, mais c'est surtout que la récursivité, c'est-à-dire le fait de faire appel à la fonction parcours dans la fonction parcours, eh bien cette récursivité permet de ne pas avoir à gérer la pile à traiter. On n'a plus que déjà vu qui reste. Et en fait, on va voir que ça, ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, derrière la récursivité, il se cache en réalité une pile qui est gérée automatiquement par Python. Alors, pour illustrer ça, on va se pencher un peu plus sur le mécanisme de récursivité, et pour cela, on va se baser sur une fonction récursive simple, la fonction factorielle, bien qui renvoie pour un n donné, qui va calculer et renvoyer donc n factoriel, en se basant sur la relation de récurrence, donc n factoriel est égal à n fois n-1 factoriel. Et évidemment, il faut se donner un cas de base, donc qui est ici le cas où 0 factoriel en fait, égale à 1, c'est-à-dire le cas où n égale 0. Alors imaginons qu'on veuille calculer 3 factoriel, donc pour cela on va lancer l'appel factoriel 3. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait Python va créer ce qu'on appelle une pile d'exécution qui lui permet en fait de savoir à tout instant ce qu'il doit faire. Donc sans surprise, cet objet est une pile, la structure de données qu'on a vue précédemment. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va empiler factoriel 3, et comme factoriel 3 se trouve sur le dessus de la pile, il va l'exécuter. Est-ce que 3 égale 0? Non, donc la fonction va renvoyer en fait 3 fois factoriel 2, mais factoriel 2, eh bien, on ne le connaît pas, et c'est un appel récursif. Donc Python va le détecter, et il va l'empiler sur la pile d'exécution. Alors à noter qu'à ce moment-là, factoriel 3 n'a pas terminé son exécution, et c'est pour ça qu'il reste sur la pile. En fait, il attend le résultat de factoriel 2 pour renvoyer sa valeur et terminer l'exécution. Donc une fois factoriel 2 empilé, comme il se trouve sur le dessus de la pile, eh bien, Python va l'exécuter. 2 est différent de 0, donc eh bien, factoriel 2 va renvoyer 2 fois factoriel 1, et là en fait c'est la même chose qui se passe. Python va empiler factoriel 1 sur la pile et va l'exécuter. 1 est encore différent de 0, donc eh bien, factoriel 1 va renvoyer une fois factoriel 0, donc pareil, encore une fois on va empiler factoriel 0, et on va l'exécuter. Et cette fois-ci, 0 est bien égal à 0, donc on va renvoyer la valeur 1. Et on la renvoie à qui? À la fonction qui se trouve juste en dessous dans la pile factoriel 1 qui justement atteint cette valeur pour se terminer. Et comme factoriel 0 est terminé, on peut le dépiler.
Donc à ce moment-là, on revient à l'exécution de factoriel 1 puisqu'il est sur le dessus de la pile, qui, eh bien, ayant reçu la valeur de factoriel 0, peut lui aussi se terminer et renvoyer sa valeur à ce qui est en dessous de lui dans la pile, c'est-à-dire factoriel 2. Et puis donc l'exécution de factoriel 2 reprend, et à ce moment-là, la fonction peut renvoyer son résultat à factoriel 3, et enfin l'exécution de factoriel 3 reprend, donc factoriel 3 renvoie sa valeur, qui vaut 6, on peut alors dépiler factoriel 3, et l'algorithme est terminé. Voilà donc la cuisine interne que fait Python lorsqu'on utilise une fonction récursive. Et finalement, en fait, on voit que Python utilise une pile pour gérer ses appels récursifs. Donc il n'est pas étonnant de voir qu'on peut se débarrasser d'une pile dans un algorithme en l'écrivant de manière récursive. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec le parcours en profondeur. En fait, on délègue en quelque sorte une partie du travail à Python. Alors voici une petite mise en pratique pour essayer de comprendre l'équivalence entre la forme itérative, donc en présence de la boucle tant que, et la forme récursive. Donc admettons qu'on parcourt une branche constituée des sommets donc A, B et C, et qu'on arrive sur le sommet A pour la première fois et que aucun des sommets A, B et C n'est dans déjà vu. Donc pour le parcours en profondeur itératif, on dépile A de la pile, et comme B est un voisin non vu de A, eh bien on va l'empiler. Et comme la pile fonctionne donc sur le principe du LIFO, on dépile directement B pour le traiter, et de la même manière, on va empiler C pour le dépiler juste ensuite. Et pour ce qui est de la version donc récursive, on va visiter A pour la première fois, donc parcours de A va être empilé sur la pile d'exécution, puis exécuté. Et dans l'exécution de parcours A, un appel va être fait vers parcours B, puisque B n'a pas été vu. Donc parcours B va être empilé sur parcours A. Et donc au sein de parcours B qui va être exécuté, on va faire un appel à parcours C, qui est empilé au-dessus, puis exécuté. Et plus tard, lorsque la branche issue de C aura été complètement visitée, c'est-à-dire que lorsqu'on visitera un sommet issu de C dont tous les voisins sont dans déjà vu, eh bien la pile d'exécution sera vidée au fur et à mesure, on va remonter vers A et la pile d'exécution va être vidée un peu lorsque on avait réussi à avoir la valeur 1 pour factoriel de 0 et la pile d'exécution était vidée. Et donc eh bien à la fin, la pile d'exécution sera à la même qu'au début. Alors en mot rapide sur l'implémentation en Python de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc déjà, comment est-ce qu'on fait pour représenter un graphe? Une manière de s'y prendre, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des listes d'adjacence, c'est-à-dire en fait donner pour chaque sommet du graphe la liste de ses voisins. Et pour regrouper en fait tous les sommets, on utilise ici un dictionnaire, mais on pourrait utiliser autre chose. Alors voici le code pour le parcours en largeur. On reconnaît assez clairement le pseudocode qu'on a vu tout à l'heure, avec un petit peu de syntaxe particulière pour eh bien, en fait, transformer une liste Python classique en une file, en fait, pour qu'une liste ait le comportement d'une file tel qu'on l'a vu. Et pour le parcours en profondeur itératif, c'est la même chose, on reconnaît le pseudocode avec cette fois-ci l'utilisation de la fonction pop pour en quelque sorte transformer une liste en une pile. Et enfin, le parcours en profondeur récursif, là, il n'y a rien de plus à remarquer.